Bonjour à tous, bienvenue à bord. Alors tu sais, quand tu es dans un avion de ligne et puis l'avion est pressurisé, quand il vole en altitude, c'est très rare, mais il y a des cas où l'avion peut se dépressuriser. Alors ça peut faire peur, même si c'est sans danger, parce que juste les masques à oxygène vont tomber et puis les pilotes vont retomber à une altitude où l'air est respirable, et c'est vraiment extrêmement rare. Mais c'est d'autant plus rare quand c'est vous qui vous faites aspirer par cette dépressurisation, et puis c'est d'autant plus marquant. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire du vol British Airways 5390. Alors on a un avion, c'est un BAC 111. Alors c'est un avion qui a été construit dans les années 60-70, et puis notre histoire se déroule en 90, donc il a volé pendant pas mal de temps. Alors, cet avion, c'est un biréacteur, donc les deux réacteurs sont situés à l'arrière de l'appareil. C'est un avion de ligne pressurisé, c'est un avion de ligne court, moyen courrier, on va dire. Et donc, cet avion appartenait à la compagnie British Airways depuis quelques années. Alors, à l'intérieur de notre appareil, on est le 10 juin 1990, et puis on a 81 passagers pour être plus précis dans notre appareil. On a 4 hôtesses stewards et on a 2 pilotes, un commandant de bord et un copilote qui ont autour de la quarantaine. Alors, l'avion décolle normalement de l'aéroport de Birmingham. En fait, l'avion devait décoller de l'aéroport de Birmingham en Angleterre, puis avait pour destination l'aéroport de Malaga, donc tout au sud de l'Espagne. Alors, l'avion décolle de Birmingham à 7h du matin. Il commence sa montée tranquillement. Il décolle vers 7h20, et puis à un moment, quand il atteint 5300 mètres d'altitude, on parle de 17 300 pieds, eh bien l'avion va subir une dépressurisation. Ce qui va se produire, c'est que il y a un bruit extrêmement violent qui va assourdir toute la cabine. C'est vraiment une dépressurisation explosive, je vous expliquerai pourquoi après. Et puis la cabine va ensuite se remplir d'un épais nuage de condensation, et donc on voit plus rien à l'intérieur. Donc cette condensation va évidemment se poser sur les vitres. Alors, ce qui s'était passé, c'est que vous savez, quand vous avez votre verrière, on appelle ça une verrière en aviation, mais c'est l'équivalent d'un pare-brise sur une voiture. Donc c'est le pare-brise qu'il y a devant les pilotes. Il y a généralement 6 panneaux, un devant chaque pilote et des panneaux latéraux. Et en fait, il y en a un panneau devant le commandant de bord, un devant le copilote. Et en fait, il y a le panneau qui était devant le commandant de bord qui a explosé tout simplement à cause de la pression. Vous savez, comme l'avion est pressurisé, il y a plus de pression à l'intérieur, à l'extérieur qu'à l'extérieur de l'appareil. Et donc, ce panneau, en fait, on verra que c'est un souci de maintenance plus tard. Eh bien, il a tout simplement explosé, il s'est fait souffler vers l'extérieur de l'avion. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tout l'air de toute la cabine, tout le cockpit et tout, il passe à travers ce petit panneau, enfin ce trou maintenant, en quelques dixièmes de seconde. Et du coup, notre commandant de bord, qui s'était détaché quelques instants auparavant, il va être aspiré par ce panneau. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a la partie supérieure de son corps qui va sortir de l'appareil, donc sa tête jusqu'à son bassin, elle est hors de l'appareil et ça tape sur la carlingue et tout, c'est atroce. Et puis il y a la partie inférieure de son corps, donc ses jambes qui sont encore à moitié à l'intérieur de l'avion. En fait, il y a ses pieds qui s'étaient coincés dans le manche. En fait, il y a un manche devant chaque pilote, et ses pieds s'étaient coincés dans le manche, et c'est d'ailleurs pour ça qui s'est pas fait envoler. En fait, il était retenu par le manche. Alors, il y a la porte, vous savez, il y a une porte qui sépare le cockpit du reste de la cabine. Alors, à l'époque, c'était pas des portes blindées comme aujourd'hui. Le but, c'était juste
de pas perturber les pilotes avec le bruit de la cabine et tout. Et du coup, cette porte était très peu solide à l'époque, parfois vide à l'intérieur de la porte. Et du coup, cette porte s'est tout simplement fait souffler et puis a explosé en 1000 morceaux et s'est réparti dans tout le cockpit. Le problème, c'est que là, il n'y a plus que notre copilote et il y a des vents à plus de 700 km/h qui viennent rentrer dans le cockpit et puis en plus, c'est un vent glacial. Alors encore là, on n'est pas à 35 000 pieds où c'est l'altitude de croisière, il fait moins 50, moins 60 degrés. Là encore, ça va parce qu'il fait entre guillemets que moins 17 degrés. Donc il y a un vent glacial qui rentre à l'intérieur à plus de 700 km/h. Le problème, c'est que le copilote, en fait, comme le manche est poussé vers l'avant, à cause des pieds du commandant de bord, eh bien, notre copilote, il peut rien faire. En fait, le manche est bloqué et le manche est plaqué contre le tableau de bord, ce qui fait que l'avion commence à piquer. Ça lui fait prendre de la vitesse et le problème, c'est que le copilote, en fait, il n'entend rien à ce que lui disent les contrôleurs. Tu vois, il essaie de communiquer et tout, mais il n'entend absolument rien avec ces vents absolument horribles. Ce qui se passe, c'est que on a un premier agent de bord qui va rentrer à l'intérieur du cockpit et qui va prendre le commandant de bord par les pieds. Il va essayer de le sortir, mais c'est trop compliqué avec tous ces vents et tout. Après, il y a un deuxième agent de bord qui va rentrer. Alors, il y en a le premier qui va dégager ses pieds du manche au commandant de bord. Et puis, il y a le deuxième qui va commencer à enlever les débris de la porte qui a été soufflée. Il va essayer d'enlever les débris du tableau de bord. Alors, le copilote entame une descente d'urgence au niveau 110, puis il réengage le pilote automatique. Alors, je le disais, il n'entendait pas les contrôleurs, mais à la fin, comme les pieds du commandant ont été dégagés, il a pu tirer sur le manche pour refaire prendre à l'avion une assiette correcte ou peut-être un peu accabrée, tu vois, pour faire en sorte que l'avion vole beaucoup moins vite et puis reprendre contact avec les contrôleurs. À ce moment-là, tout le monde, tous les agents de bord et tout, ils pensent que le commandant de bord est mort. Hein. Évidemment, vu les conditions extrêmes, sa tête a tapé sur la carlingue et tout. Là, il est vraiment mal en point. Il voit du sang couler sur la carlingue. Donc les agents de bord et tout, ils pensent que le copilote est mort, que le commandant est mort. En réalité, il était juste inconscient, mais le copilote va leur exiger de le maintenir pour éviter qu'il sorte de l'appareil. En fait, il y avait un autre danger, outre le fait qu'il soit probablement mort. Le problème, c'est que si le commandant sort de l'appareil, il se comporte comme un projectile. C'est-à-dire que derrière, on a l'empennage, on a la gouverne de direction et de profondeur. Et la gouverne de direction, elle est vraiment très très susceptible d'être touchée. Donc, ça peut provoquer d'importants dégâts, en plus de la situation qui est déjà actuellement en train de se dérouler. Et puis, je vous rappelle qu'il y a aussi les moteurs qui sont placés à l'arrière de notre bac 111. Et donc, le commandant de bord pourrait très facilement être aspiré par les moteurs. Et alors, quand on sait que déjà les moteurs modernes, les réacteurs modernes, quand ils avalent quelque chose de la taille d'un poulet, ils rendent l'âme, bah alors là, vous imaginez bien les dégâts avec un humain, quoi. On continue. Alors, le copilote continue sa descente d'urgence et en fait, il va décider de se dérouter vers l'aéroport de Southampton. Finalement, il finit par atterrir à 8h du matin. Donc il atterrit sur la piste. Alors il faut savoir que la piste à Southampton, elle est extrêmement courte, elle est de 1800 mètres, ou en tout cas courte pour ce type d'appareil. Et donc en fait il avait été calculé
comme l'avion venait de décoller, il était plein de carburant et tout. Et donc, il avait été calculé que à ce moment-là, il aurait fallu, s'il y avait un atterrissage d'urgence qui était effectué, il aurait fallu 2500 mètres de piste pour s'arrêter. Mais le copilote, malgré le fait qu'il n'était jamais venu à cet aéroport avant, il ne le connaissait pas du tout, ça l'empêchera pas de faire un superbe atterrissage sur cette piste de l'aéroport de Southampton et s'arrêter avant les 1800 mètres de piste. Les secours sont alertés depuis déjà un bon moment. Ils sautent sur l'avion, ils sautent sur le commandant de bord. Et puis le commandant, en fait, à la plus grande surprise de tous les gens qui sont là, il est bien vivant. Alors, il est inconscient, mais il est vivant. Le commandant de bord est transporté à l'hôpital. On va découvrir, enfin, on va pas découvrir, mais il a beaucoup de blessures. Il a des hématomes, des bras cassés, un poignet cassé, un pouce cassé, des gelures. Il était en état d'hypothermie. Il avait des contusions et tout, donc il était mal en point, mais il a survécu. Il y a aussi le premier agent de bord qui est venu, lui il a eu un bras cassé, quelques gelures, le commandant aussi, il y a eu beaucoup de gelures extrêmes, et puis voilà. Alors, le commandant de bord, finalement il a pu être sauvé à l'hôpital, et il va reprendre les vols 5 mois plus tard. 5 mois plus tard, il est déjà sur pattes en tant que commandant de bord. Là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le pare-brise a sauté littéralement comme un bouchon de champagne. C'est pas normal, ça. D'autant plus qu'il avait une altitude assez peu élevée. Normalement, il vole à, je sais pas, 30 ou 35 000 pieds. Là, il en était qu'à 17 000. Hein. Donc, il était vraiment, vraiment pas haut. Et ça a suffi, malgré tout, pour faire sauter le pare-brise. Donc, la fixation était vraiment mauvaise. Le BAC 111 avait cette caractéristique des avions de l'époque où en fait le pare-brise est fixé depuis l'extérieur. Ça veut dire qu'on a notre avion et le pare-brise est posé depuis l'extérieur. Il y a juste des joints étanches pour l'étanchéité avec l'air. Et puis après, il y a 90 boulons, 90 vis qui sont fixés sur tous les côtés du panneau. En fait, le pare-brise avait été remplacé il y a seulement 27 heures auparavant. Et il faut savoir qu'il y avait 90 boulons, je disais, qui sont censés être sur ce panneau. Et en fait, il se trouve que... Alors je vous montre un petit peu, là j'ai des vis, c'est pas du tout les mêmes vis qui étaient utilisées, je vous montrerai une image mais c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même taille ni rien, mais c'est juste pour avoir un petit accompagnement visuel. Il se trouve que 78 des 90 boulons, 84 pardon, des 90 boulons étaient trop fins. Ça veut dire que disons que les boulons à la base c'était ça, et ben il y en a 84 sur 90 qui étaient trop fins. En fait, les enquêteurs ont fouillé dans la poubelle de l'atelier de maintenance et puis ils ont vu que en effet les vis qui étaient déjà posées auparavant étaient trop fines elles-mêmes, ou trop courtes plutôt. En effet, il y avait aussi 6 boulons sur les 90 qui étaient 7 fois trop courts. D'accord ? 6 sur 90 qui étaient trop courts. Donc en fait, en réalité, il n'y a aucun boulon qui était dans les... sans jeu de mots, qui était dans les clous. Il y a des vérifications en fait qui sont faites normalement sur ces vis. Normalement, il y a un autre mécanicien, un superviseur qui revérifie et tout, mais en fait ce travail n'a pas été fait. En réalité, notre mécanicien avait fait une double erreur. Ça veut dire que déjà, il n'avait pas le bon élément de comparaison. Parce que, comme je vous l'ai dit, les 4 années plus tôt, il avait volé
sans s'en rendre compte, sans que personne s'en rende compte, avec des boulons qui étaient trop petits de 2,5 mm. Donc déjà, le mécanicien avait pris ces boulons comme élément de comparaison qui était déjà trop court. Donc il faut faire attention. Ce qu'il a fait, c'est qu'il était allé au magasin et il n'a pas suivi les procédures, les manuels et tout. Lui, il a juste pris son petit élément de comparaison qui était faux. Il a regardé les vis qu'il y avait de disponibles en magasin. Il n'a pas vérifié les références et tout. Puis il a pris des vis qui ressemblaient à peu près. Mais en plus, il s'était trompé. Ça veut dire que il en a pris qui était trop court, et puis en plus il y en a 84, je disais, donc la grande majorité, qui étaient trop fins. Donc il se fait complètement gourer le mec, hein. On sait pas, peut-être qu'il les a pris comme ça à l'aveugle en fermant les yeux, mais c'est catastrophique. Alors il se trouve qu'en fait ces mécaniciens avaient beaucoup de pression, ils devaient faire leur travail très rapidement. Ça a été montré par des psychologues qui leur ont demandé aux mécaniciens dans quelles conditions ils travaillaient. Et apparemment il y avait beaucoup de pression, il fallait aller vite et tout. Donc c'est pas étonnant que ce mécanicien avait voulu bâcler le travail en allant au magasin. Hop, je prends ce qu'il me faut, allez je me casse, et puis voilà. Donc c'était vraiment de la maintenance complètement aléatoire. Alors, en plus, j'aimerais vous dire, alors déjà il y a le command de bord, enfin non, plutôt les agents de bord et le copilote ont été récompensés. Donc ils ont obtenu des récompenses, je vous mettrai au montage quelles récompenses ils ont obtenues. Ils ont le copilote, pour sa maîtrise du vol qui était exceptionnelle. Il a reçu un autre prix en 1992. Et puis voilà, ça c'est plutôt bien terminé, personne n'est mort. Alors maintenant j'aimerais vous parler, je fais un petit aparté sur qu'est-ce qui compose un pare-brise d'avion de ligne aujourd'hui. Alors, il faut savoir que les pare-brises ils résistent à beaucoup d'efforts, ils résistent à la pression différentielle entre la cabine qui est pressurisée et l'extérieur qui est pas pressurisé. Il résiste à la vitesse de l'avion, 900 km/h. Il résiste aux impacts d'éventuels oiseaux ou grêlons. Et puis il résiste aussi aux températures extrêmes, aux variations plutôt de température extrême, de plus 50 degrés au sol à moins 60 degrés en altitude. Donc, au niveau de la composition, on a d'abord un panneau extérieur qui est en verre trempé, qui permet de résister aux efforts mécaniques, et aussi c'est pour l'aérodynamisme, donc il est bien lisse. Ensuite, on a une couche interne qui est en plastique. Celle-là, elle permet d'absorber le choc en cas d'impact, mais aussi de maintenir les fragments si jamais le pare-brise venait à se briser. C'est un peu comme dans une voiture, quand vous donnez un coup de bâton ou n'importe quoi, que vous pétez le pare-brise, il va se briser en 1000 morceaux, mais le pare-brise reste dans sa forme. Il faut faut pousser avec ses mains le pare-brise pour qu'il finisse par éclater, par tomber. Donc voilà, ça sert à ça, la couche intermédiaire. On a aussi une couche intérieure qui est généralement en polycarbonate ou en verre feuilleté. Ça permet de donner de la rigidité supplémentaire au pare-brise. On a aussi des résistances chauffantes qui sont mises, ça c'est tout simplement pour enlever la buée, empêcher la formation de givre. Donc voilà, un pare-brise d'avion, il faut savoir que ça fait entre 3 et 5 cm d'épaisseur. Pour comparer, un pare-brise de voiture, c'est entre 5 mm et 1 cm, ce qui est déjà pas mal. Alors, comment c'est fixé ces panneaux? En fait,
comme je le disais, maintenant les panneaux sont fixés depuis l'intérieur. On a 2 panneaux avant, donc un devant chaque pilote, et des side windows, donc 4 panneaux sur les côtés, donc pour un total de 6 panneaux. Ils sont fixés, donc il y a un joint étanche à l'air qui est mis en place, et puis on a des boulons qui sont vissés tout autour. Donc là c'était 90 pour le panneau qui était devant les pilotes pour notre BAC 111. Ok. J'ai essayé de me renseigner au niveau du prix que ça coûterait, juste le pare-brise sans la pose, l'installation, je sais pas quoi. Juste le pare-brise. J'ai essayé de me renseigner, de demander à des IA et tout. ChatGPT, Gemini, Copilot, tout ce que vous voulez, Claude et tout. Et puis, en fait, les estimations étaient vraiment mauvaises, enfin, très vagues. Il me disait pour tout le pare-brise, ce qui revenait le plus souvent, c'était entre 50 000 et 250 000 euros. Mais en fait, c'est vraiment pas précis. Mais vous savez quoi, je prends l'avion demain et puis avec la compagnie Transavia, eux, ils ont majoritairement des Boeing 737 et puis des Airbus, ils ont des 321 et des A320 aussi. Donc, je vais essayer d'aller voir les pilotes dans la mesure du possible pour leur demander à combien ils estimeraient s'ils le savent pas, parce que c'est probable qu'ils savent pas combien coûte un pare-brise. Donc voilà, j'essaierai de leur demander, et puis si j'ai obtenu des informations intéressantes, je vous tiendrai au courant dans la prochaine vidéo. En tout cas, c'était Transpondeur 7700. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau décryptage. À bientôt.